Ok, donc dans la vidéo précédente, on a parlé du limbe, en disant qu'on avait bien le bisoscléral, le septum scléral, et ici cette zone en dessous du septum scléral, qui est donc l'éperon scléral dans lequel on va avoir le canal de Schlemm, qui va permettre l'évacuation ici de l'humeur aqueuse, remplie de déchets du coup à ce moment-là. On va avoir le trabéculum scléral qui était donc cette partie ici en dessous, qui est un peu fibreux comme ça. Et ensuite, on va avoir l'anneau de Schwabe qui est l'anneau qui est ici, une sorte de vague, de bourrelet comme ça, ce bourrelet qui va être ici au-dessus du trabéculum scléral. Au niveau du bord postérieur, on avait vu que si on regarde l'arrière de l'œil, eh bien on a bien la sortie du nerf optique et donc il faut traverser quelque part cette sclérotique et donc on voit qu'on a une sclérotique qui va faire ici le tour, un cercle autour du nerf optique qui sort de l'œil. Ici on a les différents nerfs et donc pour que le nerf puisse sortir et qu'il y ait quand même un bouchon si vous voulez à l'arrière de l'œil, eh bien on va avoir la lame criblée, qui va ici clôturer l'arrière de l'œil. Et ici, on a bien notre sclérotique qui va former d'ailleurs ici une sorte de doublet. Il y a un repli à l'intérieur et qui est globalement vide, mais donc ça c'est ce qu'on va appeler le cul-de-sac intravaginal. Ok, donc ici justement c'est ce qu'on voit au niveau du bord postérieur, avec le canal intrascléral, de nouveau. Il est taillé perpendiculairement et obliquement dans la paroi du globe. À son niveau, la sclère est séparée des fibres optiques amyéléniques par le tissu bordant d'Elschnig. Vous ne devez pas connaître ça. Le canal est fermé en arrière par la lame criblée. C'est ça qui m'intéresse. La lame criblée, traversée par les vaisseaux centraux de la rétine et par la fibre optique qui se myélinise derrière elle. Donc effectivement, ici, on a des fibres non myélinisées et ici derrière, on a des fibres myélinisées puisqu'elles vont devoir faire un parcours pour arriver jusque au niveau du nerf optique et donc d'arriver dans les voies optiques. Ensuite, on vous dit que on a le cul-de-sac intravaginal, il se prolonge jusqu'au niveau de la lame criblée et il sépare la sclère du nerf optique. Cette invagination s'effectue entre la pimère et l'arachnoïde. Donc ça, c'est ce trou qui va se faire ici. Alors, au niveau de la structure de la sclérotique, donc vraiment ici, si on fait une coupe transversale dans la sclérotique pour voir un peu de quoi est-ce que c'est composé, eh bien c'est un tissu conjonctif dense non orienté. Donc ici, ils mettent tissu fibreux dense avec des fibres de collagène et des fibres élastiques et des fibrocytes. Donc on a vu en physio que ce n'est pas des fibrocytes mais bien des fibroblastes. Les cellules matures, ce ne sont plus des fibrocytes mais des fibroblastes dans ce cas-ci. Mais donc voilà, ici apparemment c'est pas la même personne qui a écrit syllabus et syllabus de physio. Mais donc on va bien avoir un élément, un tissu conjonctif dense non orienté. On a vu que les tissus conjonctifs denses orientés, c'était quoi? Certains tendons par exemple, et le tissu conjonctif dense non orienté, on a vu cet exemple-là pour, c'était quoi? On l'avait vu pour le périoste, si vous vous souvenez. Donc on avait vu au niveau du périoste, cette sorte de membrane qui entoure l'os, et bien ça c'était de nouveau des fibres non orientées, on a vu que c'était plutôt des films un peu transparents qui partent un peu dans tous les sens, mais assez résistants. Et non pas un tendon qui est plus comme une corde où toutes les fibres sont orientées dans la même direction. Donc on a bien ici des fibres de collagène, des fibres élastiques, qui vont être un peu plus nombreuses au niveau du limbe, qui permettent du coup une meilleure élasticité. On a d'office des fibrocytes. Leur particularité, c'est qu'ici les fibrocytes, ils sont anastomosés. On a déjà vu ce mot anastomosé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Accrochés les uns aux autres. Elles fusionnent. Vous vous souvenez, on a vu pour les cellules cardiaques, les cellules musculaires du cœur, les myocytes, on avait vu que ils étaient anastomosés, et donc c'était parce que tout simplement les cellules étaient fusionnées les unes avec les autres. Ça permettait une contraction qui était faite en une fois, donc mieux coordonnée. Et donc on a vu aussi des vaisseaux anastomosés, et on a vu aussi des nerfs qui étaient anastomosés, qui sont donc bien la fusion de deux nerfs. Donc ici, si on regarde cette coupe, on va avoir la sclérotique, ici, et ensuite on va avoir la choroïde et la rétine. Donc ça c'est quand on fait une coupe, c'est un peu plus loin qu'ici, puisque c'est après l'ora serrata. Vu qu'on a de la rétine, c'est qu'on est derrière l'ora serrata. Vous vous souvenez, ora serrata, c'est là où la rétine s'arrête. Et donc ici on va avoir les trois couches, nos trois tuniques,
et ma sclérotique, ça va être celle-ci. Ok ? Alors, elle est pratiquement avasculaire parce qu'elle se nourrit principalement par diffusion. Ok, c'était un peu, on a vu ça par exemple pour le cartilage. Et donc là, effectivement, c'est la diffusion qui va permettre des éléments externes ou internes. Ici, par exemple, la choroïde, on verra qu'elle est vascularisée, mais donc c'est bien par diffusion qu'elle va aller se nourrir. Ok, elle est innervée. Hein, donc, oui, d'abord, elle est presque avasculaire parce qu'il y a un plexus péricornéen. Ok, et donc les plexus péricornéens, c'est justement ce qui va permettre plein de ramifications de vaisseaux sanguins et qui vont permettre du coup d'amener des éléments nutritifs et de les diffuser à travers la sclérotique. Donc c'est ce qu'on voit ici. Si vous regardez, on vous dit au niveau de sa structure qu'il y a évidemment... ah tiens, j'ai oublié les fibres, je ne vous ai pas parlé des fibres, des cellules pigmentaires. Oui, les cellules pigmentaires, hein, elles ont en fait migré de l'UV. Okay, l'UV, on a vu que c'était la choroïde. Okay, et en fait, c'est ce qui va expliquer que l'intérieur de la sclérotique, eh bien, elle est noire. Enfin, brune plutôt, elle est foncée. Okay, donc on va avoir quelque chose de très blanc à l'extérieur, et l'intérieur de la sclérotique, elle est plutôt foncée parce qu'elle est recouverte de cellules pigmentaires. Ça va ? Donc on a là, fibres de collagène, les fibres élastiques, les fibrocytes, qui sont donc des fibroblastes, hein, anastomosés, des cellules pigmentaires, hein. Vous avez la figure à nouveau à la page suivante. Hein. La figure 3, elle vous donne d'ailleurs un bon schéma ici de cette partie-ci. Okay, on voit beaucoup mieux cette partie-ci, hein, qui est bien fibreuse, hein, le fameux trabéculum scléral. Okay, et l'anneau de Schwabe, qui est lui le rebord qui est ici. Okay. Donc ça, c'est peut-être un petit peu plus clair pour vous. Alors, si on continue par contre, donc vous avez d'autres schémas que le mien, hein, vous pouvez utiliser ça, à la page 58. Ok, on vous explique que la sclérotique est à peu près avasculaire, donc elle a pratiquement pas de vaisseau sanguin. Ok, et donc elle est nourrie par les couches avoisinantes, donc par diffusion. Ok, en avant, on a le plexus péricornéen profond intrascléral issu des vaisseaux ciliaires antérieurs. Et en arrière, on a le cercle de Zinn-Haller situé au pourtour du nerf optique et issu des artères ciliaires postérieures. Donc on va avoir en réalité par diffusion ici, hein, soit en avant par le plexus péricornéen. Le plexus péricornéen, ça va justement être... sur ce schéma-ci, hein, le plexus péricornéen. Ici, vous voyez les artères et les veines ciliaires antérieures. Hein, donc on a bien le plexus péricornéen profond intrascléral qui est issu des veines, des vaisseaux ciliaires antérieurs. Donc on a les vaisseaux ciliaires antérieurs qui arrivent ici. Hein, ici, pardon. Okay, et elles vont arriver, et péricornéens, parce qu'en fait ils vont faire tout le tour de la cornée. Si on regarde l'œil de devant, eh ben, ça va être sur tout le tour du limbe, si vous voulez. Hein, autour de la cornée, on va avoir l'arrivée ici de vaisseaux sanguins, et on le verra plus tard, ces vaisseaux sanguins, d'ailleurs on les voit beaucoup plus loin, ici, et on l'avait déjà vu. Hein, vous voyez, ces artères ciliaires qui arrivent, et donc ici on voit bien la coronée en réalité elle est ici, donc on va avoir ici l'arrivée de plexus, donc plein de petits vaisseaux qui arrivent au même endroit. Okay, et à l'arrière, eh ben, on a les artères ciliaires postérieures, à nouveau. Ici, les artères ciliaires postérieures. Ici, artères ciliaires courtes postérieures, celles qui vont arriver ici à l'arrière. Ok, donc on va avoir les artères ciliaires antérieures et postérieures qui vont irriguer ça. C'est ça que vous retenez. Vous verrez que les artères ciliaires, elles vont irriguer pas mal de choses. Hein. Alors, on continue. Au niveau de l'innervation, ok, eh bien, il va être innervé par les branches du nerf ciliaire long. Le nerf ciliaire long qu'on a vu juste avant, hein, vous vous souvenez? Donc elle va être innervée par les branches du nerf ciliaire long, et ce nerf ciliaire long, on l'a vu ici. Hein, nerf ciliaire long, c'est donc bien celui-ci, okay, qui était donc bien une branche du nerf trijumeaux, la branche ophtalmique, donc la branche supérieure des nerfs trijumeaux.
Okay, donc elle comporte surtout les branches des nerfs ciliaires longs qui pénètrent dans la sclérotique un peu en avant de l'équateur. Quelques rameaux viennent des nerfs conjonctivaux et atteignent la sclérotique de dehors en dedans. Certains nerfs revêtent un aspect spécial, ils traversent la sclérotique de dedans en dehors et après avoir atteint la surface se recourbent pour y pénétrer à nouveau, formant ainsi une boucle. Les nerfs sont fréquents au pourtour du limbe. Donc retenez surtout voilà, qu'on a des nerfs plus fréquemment au pourtour du limbe. Et moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est principalement le nerf ciliaire long. Ok? Alors, vous avez de nouveau des schémas de la vascularisation et on va continuer avec maintenant la cornée justement. Ok? Alors, ici. Donc la cornée. Ok? Quand on regarde les caractéristiques de la cornée, c'est donc bien une membrane fibreuse, mais cette fois-ci qui est transparente. Elle est fixée à la sclérotique au niveau du limbe. Elle est richement innervée. Donc on a vu déjà que la sclérotique, elle était innervée. Elle n'était pas vascularisée, mais elle était innervée. Alors, elle est innervée à nouveau par le nerf ciliaire long et court. Ok? Et elle est innervée par les nerfs cornéens après le limbe. Donc ça semble assez logique. Les nerfs ciliaires, on voit qu'ils vont s'arrêter principalement ici au niveau de l'iris, mais donc plutôt au niveau du limbe. Donc on a les nerfs ciliaires longs et les nerfs ciliaires courts. Et une fois qu'on a passé et qu'on est vraiment sur la cornée, donc après le limbe, ici, on est par contre dans le nerf cornéen. Elle est avasculaire. On ne veut pas de vaisseau sanguin devant notre regard, c'est normal. Donc elle est avasculaire, elle a une épaisseur de 0,5 mm, donc d'un demi-millimètre, et elle est constituée de 5 couches. Ok. Alors ici, les 5 couches, ça va être de l'épithélium, première couche. Ensuite, ici, ça n'est pas défini, mais on le verra dans les schémas suivants, on va avoir la membrane de Bowman, qui est une couche ici, qui est acellulaire, c'est pour ça qu'ici elle n'est pas notée. On va avoir le stroma, et ensuite, avant l'endothélium, on a la membrane d'Esquemet, on va y arriver, et l'endothélium. Ok, donc ça c'est si on fait une coupe ici à travers la cornée, c'est les différentes couches. On a vu que l'épithélium justement, il devait avoir sa particularité de maintenir le film lacrymal. On a vu la présence du glycocalyx, si vous vous souvenez. Ce sont des cellules qui donc du coup vont avoir sur leur surface des cils quelque part, qui sont formés par des protéoglycanes, donc ou des glycoprotéines si vous voulez. Des glycoprotéines sont donc bien des protéines avec des chaînes de sucre. Si vous vous souvenez, dans le cours de biologie, on les a vues. Et qui permettaient du coup de maintenir le film lacrymal à la surface de l'œil. Donc, ici, si on regarde justement l'histologie de la cornée, donc l'histologie, on va le voir pour pas mal d'éléments, l'histologie, c'est bien le type de cellule. Vous devez bien connaître de quoi est-ce que c'est composé. Vous avez des figures à la page 59. Ok. Et à la page 60, vous avez la description. Donc, premièrement, on va décrire les 5 couches. Première couche, c'est évidemment l'épithélium, qui est la plus externe. Ok. Donc, c'est bien l'assise qui est superficielle. Alors, au niveau des types de cellules, ce sont des cellules qui sont riches en desmosomes et jonctions serrées. Les desmosomes, si vous vous souvenez, ce sont justement ces éléments-là qui vont permettre une bonne adhésion mécanique et dans lequel, ici, on va avoir plein de fibres qui rayonnent à l'intérieur, des fibres de kératine, si vous vous souvenez bien. Ok, et donc ça donne une très bonne adhésion. On avait vu aussi des jonctions serrées. On avait que les jonctions serrées, c'était plutôt ici, c'était le ciment en bordure de carrelage. C'était l'image que j'avais donnée. Donc ici, les tight junctions, qui sont des jonctions serrées, qui sont plutôt ici. Il présente aussi des microvillosités, donc cette cellule représente très bien l'épithélium de la cornée. Et cette microvillosité, elles vont permettre, elles aussi, de maintenir le film lacrymal. Donc on a vu le glycocalyx, mais on a aussi des microvillosités ici. Et donc c'est des petites vagues au niveau de la membrane plasmique sur la partie extérieure. Ok. Donc on va avoir cet épithélium ici, qui en fait est lui-même divisé en plusieurs couches, un peu différentes, avec justement cette assise superficielle, ici de cellules qui ressemblent à ça. Ensuite, il y a une assise intermédiaire. Et puis ensuite, collée à la couche de Bowman, on a l'assise basale qui va être, elle, unistratifiée et qui en fait
donc unistratifiées, une seule couche de cellules, et qui sont en fait